bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes? Nous sommes ici au, au jardin botanique de Bingerville. Bingerville qui a été une des capitales coloniales dans les années, c'est presque l'Antiquité. Et donc c'est à cette époque-là que ce jardin a été créé, autour de 1904, je crois. Il y avait déjà une vie ici. 2 ans après, ils ont inauguré l'église en 1906. Donc c'était vraiment la capitale ici et puis tout le monde trouvait plaisir à venir ici. Malheureusement, avec le temps et puis la manière de considérer les choses, ça s'est un peu dégradé. Mais quand on regarde ce qu'il en reste, on imagine que ça a dû être du bon. Mais nous comptons réhabiliter tout ça 50 hectares de verdure. dans la mesure du possible. 50 hectares environ de verdure. Oui, peut-être même plus. Je ne sais pas, le directeur de cabinet est là, mais peut-être même plus. 56 hectares de Ouais, verdure. ouais. Vous êtes membre du gouvernement depuis janvier 2016, à peu près 5 mois. En quoi ce lieu est-il symbolique de l'action que vous voulez mener à la tête de votre département ministériel? Vous venez de dire que vous voulez réhabiliter le lieu. Oui, bon, je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous écoutent ont le même point de vue que nous, là, en ce moment. Mais nous sommes sous une voûte d'arbres. Et c'est le ministère des Eaux et Forêts, justement, est chargé de veiller à la protection de ces essences-là, de l'eau, de la faune. Et bon, nous sommes dans nos éléments, là. Nous sommes vraiment calés dans nos éléments. C'est bien pour ça que nous sommes là. C'est ça. Si je devais résumer en 2 mots votre action, j'emploierais le mot assainissement et j'emploierais le mot conservation ou préservation. En ce qui concerne l'assainissement, vous avez fait fort, vous avez tapé un grand coup de pied dans la fourmilière depuis que vous êtes arrivé. Pensez-vous que vous allez réussir à assainir la filière bois et, pour dire les choses clairement, éradiquer la corruption dans le secteur? Oui. Votre question dit en même temps que ça va être difficile. À la limite, même vous ne croyez même pas. Et si vous ne croyez pas, c'est parce que le phénomène est ancien. Il est tellement ancien, il est cristallisé, tout le monde s'est habitué à cette espèce de déformation. Donc, c'est tout à fait normal que je rencontre ce scepticisme-là dans la population. Ce n'est pas vraiment vous seul. Même au niveau au sein même du personnel du ministère, ceux qui sont même chargés de la surveillance des arbres sont même sceptiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas confiance en eux. Mais vous savez, rien n'est impossible. À un moment donné, on se rend compte que, comme vous dites en français, tout fout le camp. Et il faut arrêter l'hémorragie. Et je pense qu'avec cette alerte-là, les gens devraient pouvoir se réveiller un peu. En tout cas, moi, j'ai espoir qu'avec ce qu'on souhaite faire avec notre volonté, on va pouvoir y arriver. On va pouvoir y arriver. En tout cas, faire de notre mieux. Faire de notre mieux. Vous avez cette volonté politique-là. Est-ce que vous pensez pouvoir réussir là où vos prédécesseurs ont échoué? Est-ce que ça manquait de volonté politique? Je ne peux pas, en tant que ministre, critiquer les autres. Mais en tant que citoyen, je peux, quand eux étaient ministres, que j'étais citoyen, je peux dire les impressions que j'ai eues sur justement ce domaine-là. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du scepticisme de la part de tout le monde. Quand on regarde même sur les routes, on regarde dans les directions régionales du pays, les eaux et forêts ne font pas le figure. Je parle des éléments, hein, je parle des agents. Ils ne font pas le figure. Ça veut dire qu'en fait, ils sont laissés pour compte. Depuis longtemps, l'administration les a laissés, les a livrés à eux-mêmes. Je ne veux pas les dédouaner. Cela étant, on peut, dans les réflexions, se dire que depuis 1960 en tout cas, c'est-à-dire à l'indépendance, mais bien avant, les eaux et forêts étaient une régie financière qui était pourvoyeuse d'argent au niveau de l'État et qui dépendait du ministère des Finances à l'époque. Passé en 1960, donc aux indépendances, le gouvernement du président Houphouët-Boigny a branché ça comme une sorte d'appendice au ministère de l'Agriculture. Et ça a joué le rôle d'appendice, paradoxalement, hein, par rapport à ce qu'il représente, ça a joué un rôle d'appendice administrativement jusqu'à moi, là. Puisque... Vous voulez dire que vous voulez aussi revaloriser la fonction de l'agent des eaux et forêts? Mais justement, si sa fonction, s'il ne se sent pas révalorisé,
Les eaux et forêts ne peuvent pas, disons les eaux et forêts, les éléments, ne peuvent pas d'eux-mêmes comme ça ressurgir. Il faut forcément l'homme. Or, c'est l'homme qui a j'ai failli dire failli. Et devant cette faillite-là, bon, les choses se dégradent et on le constate avec une sorte de fatalité, de fatalisme, pardon. Alors vous avez fait 2 allusions au fait que les agents de votre administration ne sont pas exempts de reproches. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Bon, il y en a qui se souviennent, le premier jour où je suis arrivé, j'ai dit que je ne affecterai personne, je ne ferai bouger personne. Je comptais sur eux pour se ressaisir. Parce que c'est des hommes, c'est des Ivoiriens, c'est des fonctionnaires, et je ne vois pas où je les mettrais. Donc s'ils pouvaient se ressaisir, ça arrangerait tout le monde. Bon, peut-être que c'est un peu lent, mais je ne vois encore rien venir. Je ne vois encore rien venir et je suis bien obligé, pour la mission qu'on m'a donnée, je suis bien obligé de prendre des mesures. Pour l'instant, je joue aux dames, c'est-à-dire je prends un, je le mets à une autre place et ainsi de suite. J'en suis à ce niveau-là, en espérant qu'avec ma nouvelle vision, celui-là, qui n'était peut-être pas exempt de reproches, puisse se ressaisir. Donc je suis encore à tâtonner, mais ce n'est pas la volonté qui me manque. Avez-vous les mains libres pour agir? Êtes-vous soutenu au plus haut niveau de l'État? Bon, cette question me fait toujours sourire parce que si je n'étais pas soutenu, je ne serais pas encore ministre. Donc, dès l'instant où on vous nomme ministre, c'est qu'on vous donne une mission. Et la mission qu'on vous donne, c'est qu'on vous soutient. Donc, vous travaillez. Bon, il y a une expression qui dit que je travaille jusqu'à ce qu'on me tire par la ceinture. Mais dans le cas d'espèce, je ne crois pas du tout que quelqu'un me tirerait par la ceinture. Le chef de l'État m'a donné des consignes précises et c'est ce qui me conforte dans ce que je fais. Parce que, voilà, parce que la forêt est vitale et il sait effectivement à quel degré la dégradation a eu lieu. Voilà. Si on entre dans le détail de votre action, je voudrais prendre 3 exemples. Le premier, il est coercitif. Vous avez créé une brigade légère et mobile que vous avez appelée l'unité spéciale d'intervention, qui est composée d'hommes sûrs et directement rattachés au cabinet. Et donc, si j'ai bien compris, elle peut intervenir sur l'ensemble du territoire. Et vous avez déjà, en quelques mois, fermé un certain nombre de dépôts de bois à Gagnoa, à Damalé. Vous avez effectué des saisies dans des scieries. Vous avez contrôlé et saisi des camions. Est-ce que vous avez l'impression d'affoler un peu le système? Comment ça marche? Oui, je vous saisis au mot. Hein. J'affole le système. Et le système que j'ai trouvé en place, je l'affole effectivement. Et c'est bien mon intention de l'affoler, de le désorganiser pour y mettre mon ordre à moi. Enfin, mon ordre à moi, l'ordre de l'État. Légal. Légal, c'est-à-dire appliquer la loi. Jusque-là, je vous avoue qu'il ne se passait rien. Chacun était dans ses pénates. Les directeurs régionaux avaient créé des baronnies. Le pouvoir central, disons la direction centrale, le ministère étant tellement éloigné que chacun a fini par s'autonomiser. Au point même, tenez-vous bien, que ces messieurs se sont constitués d'une régie financière locale et avec des conventions avec les exploitants forestiers. Ceux dont vous parlez là, ces usines-là, ont signé des conventions avec les directeurs régionaux. Directement? Ah ben directement, au point même que la convention était telle qu'ils n'ont même pas le droit de mettre pied dans l'usine. Ah bon. Et c'est ce qui a créé le tollé. Enfin, quand je dis convention, c'est entre guillemets. Oui, enfin, Et c'est ce qui crée le tollé. Alors qu'on est en train de faire un travail normal, on crée justement un tollé. Parce que les gens étaient surpris que des agents des eaux et forêts osent taper à la porte de l'usine pour y entrer. Les gens n'avaient pas vu ça depuis longtemps. Vous dites que vous ne faites que votre travail finalement, mais ça laisse un peu rêveur sur les pratiques qui se pratiquaient auparavant, Oui. finalement. On laissait faire n'importe quoi. Ben, oui, on laissait faire n'importe quoi. On peut le dire puisque c'est un constat. Mais tout ça, ça a quand même une explication. Il faut dire que l'État, en tant qu'entité, dans sa manière d'organiser cet espace-là, n'a pas toujours été, j'ai failli dire, regardant. Je vous ai dit tout à l'heure que depuis 1960, les eaux et forêts ont été branchées comme un appendice sur le ministère de l'Agriculture. Ensuite,
Ça a duré un certain temps. Ensuite, sur le ministère de l'Environnement. Ensuite, tenez-vous bien, sur le ministère de la Construction. Je ne sais pas quel rapport. Et il y a encore mieux, c'est que de 1960 à aujourd'hui, je suis le 24e ministre, soit un ministre tous les 2 ans. Bon, cette espèce de passage météorique là a fait que la structure des eaux et forêts s'est recroquevillée et elle s'est autonomisée. Donc, à la limite, quand le ministre arrive, on attend qu'il parte. Les ministres passent et l'administration reste. Ben voilà, et elle reste comment? Elle reste justement déformée. Elle n'a plus il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de lien entre cette administration et l'administration centrale. Le ministre est là, on lui dit ce qu'on a envie de lui dire, et puis comme il doit partir bientôt, bon, il s'en va. Mais vous n'avez pas forcément une connaissance technique de ce secteur, de ce département. Et pourtant, on a l'impression que vous ouvrez les yeux là où d'autres les ont fermés, en fait. Oui, c'est ça la différence justement entre l'homme politique et puis le technicien. Le technicien, il sait comment les choses se passent. Il peut démonter une machine. L'homme politique sait pourquoi on doit démarrer, quand on doit démarrer. Parce que vous voyez, donc moi, je n'ai pas de tabou particulier. On peut me mettre au ministère de la Santé que je réagirai de la même manière, parce que politiquement, je sais à quoi ça sert. L'objet de ce ministère, je sais à quoi il sert. Et je sais aussi que si certaines choses ne sont pas faites, ça peut être susceptible de déranger la stabilité du pays. Alors un autre exemple de l'action que vous avez commencé à mettre en œuvre, c'est un outil technique. Vous voulez identifier et tracer toute la filière bois, depuis la coupe jusqu'aux scieries, en passant par le transport, la vente. Où est-ce qu'on en est, où en êtes-vous de ce dossier? Parce que c'est effectivement la base de connaître son terrain pour pouvoir agir. C'est ça. Mais en même temps, ou bien un peu avant ça, on veut aussi recenser tous les acteurs du bois. Et recenser. Voilà. Tous les acteurs du bois. Tout ça, ça participe de la volonté de traçabilité. Justement, c'est, je ne dirais pas une difficulté, mais le fonctionnement des eaux et forêts a été tel que ça a laissé beaucoup d'investisseurs sceptiques. Quand je dis sceptique, je suis gentil parce qu'ils ont quasiment parfois même abandonné de faire travailler avec les eaux et forêts. Donc, il faut remotiver les bailleurs de fonds. Il faut remotiver tous ces organismes-là. Et si nous y réussissons, cette opération se fera aisément. Et Dieu seul sait que si ça réussit, on aura à la limite maîtrisé 90% de l'objet. Ouais. Troisième moyen de nature différente, il est juridique. Vous avez mis en application un décret qui date de 1994 du président de l'époque, qui interdisait l'exportation de bois brut. Mais on se demande pourquoi depuis 1994 ce décret n'était pas appliqué. Bon, on est en 2016. Oui, je pourrais botter en touche en vous disant qu'en 1994, je n'étais pas là. Mais l'administration étant une continuité, je suis censé savoir et je suis censé faire la continuité. D'après ce qui m'a été dit par les techniciens que j'ai trouvés en place, ce décret a été pris. On n'a toujours pas su vraiment la pertinence à l'époque. Toujours est-il qu'aussitôt après, ça a montré ses limites. Donc, il y a eu beaucoup de dérogations. Il y a eu des dérogations. Il y a eu ces dérogations étaient un peu fondées sur des palabres internes au ministère. Toujours est-il que bon, les gens ont été longtemps dans la délégation et puis dans la dérogation. Et maintenant, il est temps de réappliquer, puisque au fond, ce que les gens avaient souhaité, c'était d'inciter les investisseurs du bois à créer des unités de petites transformations. Apparemment, ça n'a pas pris. Ou bien les acteurs du bois en ont fait à leur tête. En tout cas, ça n'a pas vraiment pris. Et il se trouve qu'aujourd'hui, depuis le 9 avril, je crois, 9 mai, 15 avril, je ne sais plus, en tout cas à cette époque-là, il y a quelques mois en tout cas, ce décret reprend vie. Donc vous souhaitez effectivement interdire cette exportation de bois brut et vous souhaitez que la transformation se fasse ici? Bon, il faut se faire à l'idée qu'en réalité,
avec la lourdeur des investisseurs, cette idée que le gouvernement avait eue ne sera pas réalisable de sitôt. Donc on est en train de réfléchir avec le cabinet s'il ne faut pas tout simplement proposer qu'on laisse exporter ce type de bois à cause du fait que progressivement, au fur et à mesure, les dimensions deviennent tout petites. Alors plus c'est petit, moins on a des chances de trouver une usine. Alors en attendant, après qu'on aura réglé le problème de ceux qui traînent sur les ports en ce moment, parce qu'il va falloir régler le problème de ces stocks-là, on va peut-être proposer que, ma foi, en l'état, on laisse faire. Quel est l'intérêt de la conservation de la forêt? Est-ce qu'il vaut mieux exporter le bois brut ou pas, finalement, à votre avis personnel? Oui, à la limite, c'est évident, il faut traiter le bois brut sur place, puisque ça crée de l'emploi. Mais dans le cas d'espèces, il y a quand même une anomalie que les gens ne savent pas, c'est que le reboisement qui se fait, soit par la SODEFOR, soit par le ministère, 90% c'est des tecs. Bon, on ne peut pas. Et le teck est un bois exotique. C'est-à-dire qu'il vient, je crois, de l'Inde ou bien de Chine, j'en sais rien, enfin de l'Inde. Or, nous avons nos essences ici, qui sont en train de disparaître. Et en lieu et place, quand on demande aux gens, pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent s'exécuter, on demande aux exploitants forestiers, quand vous coupez, il faut reboiser. Et quand les gens reboisent, c'est du teck qu'on reboise, un bois exotique. Donc il va falloir à un moment donné récupérer toutes les essences, locales, en faire une sorte de pépinière, hein, ce qui pourrait se faire déjà, pour replanter, pour faire un reboisement, mais à partir de nos essences. Voilà. Donc ce que je veux dire là à propos de l'exploitation qu'on va laisser faire, c'est vraiment les bois de teck. Hein. C'est les bois de teck, il va falloir s'en débarrasser, à la limite. Voilà. Mais vous avez dit tout à l'heure, les ministres passent, l'administration reste. Comment est-ce que vous comptez pérenniser ces différentes mesures? On a vu dans le domaine de la coercition, dans le domaine juridique, dans le domaine technique. Comment est-ce que vous comptez pérenniser ces mesures? Ou est-ce que vous vous dites, bon, je suis là pour le temps où je suis là et après moi le déluge? Non, loin de moi cette idée. Il ne faut pas oublier, bon ça c'est peut-être ma vie privée, mais je suis militant, hein, je suis militant pour la cause du pays et du peuple. J'ai beaucoup milité et je sais, selon moi, comme tout militant, un peu rêveur peut-être, nous savons ce qu'il faut à la population. Et donc, en venant à ce ministère et en faisant ce qu'on est en train de faire, tout va dépendre de la pertinence, hein, de la fiabilité des méthodes que nous allons appliquer. Je ne pense pas que si effectivement elles sont pertinentes et qu'elles sont payantes, je ne vois pas pourquoi mes successeurs s'amuseraient à faire sauter ça. Je ne pense pas. Pour éviter ça, il va falloir qu'effectivement, avec l'équipe, on réfléchisse sur l'efficience de ces mesures-là. Il faut qu'elles soient de telle sorte qu'on n'ait pas à les changer. Alors, il y a la question des forêts classées qui convient d'être préservées et qui sont exploitées de manière illégitime. Est-ce que vous n'y êtes pas néanmoins allé un peu fort avec le déguerpissement des planteurs clandestins au Mont Péco? Vous avez été critiqué en cela par l'organisation internationale Human Rights Watch. Bon, vous savez, les ONG font leur travail. Hein. Nous, en tant que gouvernants responsables d'une population qui a des comptes à nous demander vraiment dans l'instant, nous faisons aussi notre travail. Mais vous savez, quand on est à la tâche, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est tout à fait normal donc les ONG nous jouent leur rôle d'alerte. Et ça, pour ça, je les en remercie. Cela étant, le gouvernement doit reprendre la main sur les forêts classées. Les forêts classées sont vitales pour la population, vous le savez bien. À cause de la biodiversité, à cause de la pluie, à cause d'un certain nombre de choses qui permettent à la population de vivre. Si le gouvernement a perdu la main, effectivement, pour des raisons diverses, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut rattraper les choses.
Et on ne peut pas parler, j'ai entendu dire qu'il fallait protéger les habitants des forêts classées. Bon, ça fait un peu contradictoire. Qu'est-ce qu'ils font dans les forêts classées? Protège les forêts ou Bon, faudrait savoir, faudrait savoir. Alors, ça, c'est vraiment c'est non négociable. Le gouvernement doit reprendre la main sur les forêts et ceux qui y sont, ils y sont illégalement, pour des raisons diverses, on les connaît plus ou moins. Donc, pour remédier à cette situation, il faut tenir compte des droits de l'homme, c'est vrai. On ne va pas déguerpir. D'abord, je dis, quand je suis arrivé au ministère, j'ai dit que je n'aimais pas ce mot, parce que ça ne reflète pas la réalité. On ne déguerpit pas les populations, on les délocalise, on les relocalise. Elles viennent de quelque part. Mais c'est bien la question qui se pose Voilà. en l'occurrence, c'est-à-dire des gens qui exploitent certes illégalement des terrains, des forêts, mais qu'on enlève sans préavis et sans forcément les remettre quelque part. Bon, sans préavis, je peux vous dire catégoriquement non. Il n'y a jamais eu, pour ce que je sais des activités de la SODEFOR, il n'y a jamais eu de délocalisation ou de relocalisation sans sensibilisation. Il y a même eu une ONG qui s'occupe des animaux, là, souvent avec qui la SODEFOR a travaillé pour sensibiliser les populations qui sont dans ces forêts-là. Il y a même eu des contrats, enfin des conventions, des périodes, des délais et tout ça. Tout a été fait. Ça, on peut le prouver. Mais vous savez, les gens, ils pensent que ils bottent en touche quand on vient, on signe les papiers et puis que les gens tournent le dos. Ils pensent qu'ils ont gagné 2 ou 3 jours de plus. Et c'est ça qui pose problème. Donc il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule pour qu'on puisse y arriver en tenant compte justement de la dignité des gens. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que autour de ces forêts classées, il y a des populations locales, qu'on dirait autochtones, je n'aime pas tellement ce mot, mais des populations locales à qui on a interdit de pénétrer ces forêts. Bon, qui n'étaient pas toujours d'accord, mais bon, le gouvernement a fait un acte d'autorité et on leur a dit que c'était une forêt classée. Alors imaginez-vous que des gens viennent d'ailleurs pour des raisons tout à fait humaines, hein, qui viennent d'ailleurs, qui y rentrent, souvent même avec la complicité de ceux-là, ça aussi c'est démontré, mais dans tous les cas, c'est une aberration qu'il faut réparer. Alors l'autre grande cause qui vous tient à cœur, c'est le reboisement. Oui, ça oui. Et bon, il faut donner quelques chiffres pour comprendre. Il faudrait que les forêts couvrent 35% du territoire national pour éviter une catastrophe écologique. Or aujourd'hui, elles ne représentent que 9% du territoire national. Mais le reboisement va être... c'est un travail colossal et coûteux. Il faudrait reboiser 3 millions d'hectares. Et ça pourrait coûter 2400 milliards de francs CFA. Mais comment vous allez faire? Écoutez, monsieur, ces chiffres à moi ne m'impressionnent pas, hein, franchement. Oui, on est dans un système d'État, il y a des partenariats, il y a tout ce qu'il faut dans ce monde-là. Ces chiffres-là ne sont pas impressionnants. Tout est un problème d'organisation et de volonté. Il est nécessaire qu'on reboise pour que les générations futures puissent se retrouver dans de bonnes conditions. Ça, c'est une obligation. Donc, on cherchera les moyens qu'il faut pour y arriver. Toujours est-il qu'en ce moment précis, enfin avant qu'on arrive, il y a des reboisements qui se font à la petite semaine. Quelqu'un se lève, il fait un petit reboisement par-ci, par-là. Bon, tout ça, on va essayer d'organiser tout ça et mettre sur pied un plan de reboisement bien cohérent et faire financer. Bon, on ne légifère pas comme on dit pour soi-même, on légifère pour le futur. Donc nous travaillons déjà pour le futur, mais faisons déjà ce qu'on a à faire, nous, pendant qu'on vit. Et ce que nous aurons fait, ça servira d'exemple à ceux qui viendront. Mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui avoir trouvé les arbres et autres sur Terre. On ne peut pas se permettre de les détruire et laisser l'espace comme ça pour les générations futures. On n'aura pas su gouverner. Donc c'est une obligation, c'est une nécessité de reboiser. Monsieur le ministre, un peu de politique, parce que vous êtes aussi un homme politique éminent qui avait votre parcours, atypique d'ailleurs, puisque je rappelle que vous avez été l'un des fondateurs du FPI dans les années 90. Puis vous vous êtes éloigné de Laurent Gbagbo pour des divergences politiques. Et depuis les années 2000, vous êtes, j'allais dire, un compagnon de route du président Ouattara. Cette année 2016 est très politique, entre la fusion des partis du RHDP, le référendum constitutionnel,
les élections législatives à la fin de l'année. Comment vous voyez cette année politique? Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à mes propres expériences. Quand je me rends compte du parcours que non seulement moi j'ai fait, mais que le pays a fait. Nous sommes arrivés à un stade où on peut se mettre à rêver un peu quand même de stabilité. Et donc, moi je suis pour ce qui se passe au RHDP en ce moment. Je ne suis pas fondateur du RHDP, puisque vous venez de dire. J'ai plutôt participé à la fondation d'un autre parti qui était un parti d'opposition à ces deux-là. Pour des raisons tout à fait personnelles et personnelles au parti et à moi, je ne suis pas là-bas. Mais toujours est-il qu'en regardant le parcours de la Côte d'Ivoire, avec toutes les convulsions qu'on a connues, il y a ici le pays est assis sur un trépied. En quelque sorte, il y a le PDCI, il y a le RDR et puis il y a le FPI. Tout banalement, il suffit que deux s'entendent et ils peuvent gérer le pays normalement, s'ils veulent bien le faire normalement. Et dans le cas d'espèce, je me rends compte que le PDCI et le RDR ont ce qu'il faut pour gérer ce pays, parce qu'ils l'ont déjà géré. Ce que nous vivons aujourd'hui, bon an mal an, est le résultat d'un travail qu'ils ont fait. Donc vous diriez que la normalisation est en cours finalement, entre une majorité et une opposition, chacun faisant son travail. Oui, mais disons qu'avec les convulsions qu'on a connues qui ont été profondes, je parlais plutôt d'apaisement progressif et durable. La paix, à la limite, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, on ne sait pas trop sa définition sur le terrain, mais au moins l'apaisement, c'est une volonté de non-belligérance. Ça, c'est important. Est-ce que vous pensez que le débat constitutionnel est bien parti? C'est même bienvenu qu'il y ait eu l'idée de revoir cette constitution, parce que moi j'étais à Marcoussis en 2003, et on avait relevé les éléments confligènes. Malheureusement, quand on est revenu, pour des raisons que vous savez, ça n'a pas pu être réalisé. Mais avant ça, en 2000, la constitution actuelle a été mise sur pied dans des conditions exécrables. Donc, il y a une sorte de tension dans cette constitution. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, et déjà je félicite le président actuel parce que pour lui, l'histoire, il aura fait quelque chose d'important dans l'histoire. Est-ce que vous pensez que le débat constitutionnel se passe bien, ou est-ce qu'il cristallise des positions? Le débat est à l'image de ce que nous sommes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on n'a pas souvent l'impression que les choses sont graves. On est toujours un peu dans la légèreté. Donc on parle excessivement, on fait de l'inflation sémantique par endroits, sans savoir qu'on provoque des séismes. Mais avec le temps, je pense que les gens vont se rendre compte. Le débat qui est actuellement, je ne sais pas, je pense que les gens ont envie de dire qu'ils existent. Sinon, tout le monde reconnaît, peut-être de façon directe ou indirecte, tout le monde reconnaît qu'il est nécessaire que nous créions, qu'on assainisse la Constitution. Ces débats-là, légers ou pas, ils serviront à consolider disons, la réflexion. Dans tous les cas, il y a un élément de démocratie. Hein. On dit qu'on va au référendum, c'est la majorité qui passe, et bon, on verra bien. Mais au moins, on aura permis à tout le monde de parler. L'émergence à l'horizon 2020, oui. Vous diriez que c'est un formidable slogan mobilisateur pour le pays, ou est-ce que ça peut être une réalité à votre avis? Bon, ça peut être les deux. Ça peut être mobilisateur pour être réalisé. Et on ne peut pas entreprendre une action tout en restant pessimiste. Et puis, il faut aussi éviter le fait de voir les choses dans le temps, dans des temps très rapprochés. 2020, effectivement, personne n'y avait pensé. Il a fallu le chef de l'État actuel pour penser qu'effectivement, on pouvait être émergent. Encore que, vous demandez aux passants, là, l'émergence, quels sont les critères, quels sont comment on dit ça, les éléments de détection de l'émergence. Bon, on se dit que c'est un cadre de vie qui va évoluer. C'est ce qu'on se dit. On va être différent par rapport à maintenant. C'est l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est tellement juste qu'aujourd'hui, le Sénégal a ça comme slogan. Tous les pays voisins ont ça comme... On aura au moins gagné ça. Merci, Monsieur le Ministre. Un dernier clin d'œil. Vous avez accueilli un nouveau pensionnaire au zoo.
C'était un léopard. C'était un Ah oui, léopard. mais il était tellement fatigué qu'il venait d'arriver de voyage, on n'avait pas eu le temps de le voir. Vous lui avez donné un nom, j'espère. Bon, vous savez, ils sont très inspirés au niveau du zoo. Hein. Il y a une autre bête là qui s'appelle Chantal. Il y a une qui s'appelle Chantal. Ah bon? Ah ben oui, c'est vrai. Ils sont très inspirés. Et bon, je ne sais pas, il me semblait qu'on parlait d'un autre animal qui était arrivé aussi. Il m'avait Alors on semblé. ira voir. Mais bon, je pense que c'est le léopard. On ira Et voir, mais ça fait on partie espère. aussi, ça fait aussi partie de l'intérêt de votre ministère de redonner ces lettres de noblesse aux zoo. Au zoo, justement, puisque il m'a semblé qu'on devait y aller demain. Donc. Mais sinon, le zoo fait partie des éléments importants à réhabiliter. Quand on était petit, c'est au zoo qu'on allait. Et puis, vous savez, quand on voit les animaux, on est subjugué. Et ça, comme les générations continuent, les enfants réagissent toujours de la même manière. Donc il faut effectivement enrichir le zoo. Malheureusement, pendant les 10 ans de crise, on ne s'est pas contenté de regarder les animaux. On a plutôt consommé. Donc là, on est en train on va revoir ça, tout ça avec... Des non-consommables. Hein, Des non- ça va être difficile. Mais disons que si c'est bien encadré, si c'est bien géré, évidemment, les gens ne penseront pas du tout à les consommer. Je vous remercie, monsieur le ministre. Mais c'est moi qui vous Merci remercie. beaucoup.